Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet fascinant, les antithrombotiques. On les appelle souvent les fluidifiants sanguins, mais vous allez voir, c'est un peu plus complexe que ça. En fait, ces médicaments sont de véritables équilibristes de notre circulation sanguine. Leur rôle est absolument essentiel, mais tout repose sur un équilibre incroyablement délicat. Allez, on plonge ensemble pour comprendre comment ils gèrent le flux de la vie. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va se poser la question, le caillot, ami ou ennemi? Ensuite, on décortiquera comment le sang fait pour coaguler. Après ça, on verra les 3 grandes manières de contrer ce processus. On fera un zoom sur les anticoagulants et on finira avec du concret. Comment on vit avec ce type de traitement, les risques et les conseils importants. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le caillot sanguin, c'est vraiment tout un paradoxe pour notre corps. Et voilà la question centrale. C'est simple. D'un côté, sans les caillots, la moindre petite coupure pourrait virer à la catastrophe. C'est notre système de réparation d'urgence. Mais de l'autre côté, un caillot qui se forme là où il ne faut pas, eh bien ça peut déclencher une crise cardiaque ou un AVC. C'est donc à la fois notre meilleur ami et notre pire ennemi potentiel. Et tout ce numéro d'équilibriste, ça porte un nom, l'hémostase. C'est le système super sophistiqué que notre corps a mis en place pour colmater les brèches. Le point crucial à retenir, c'est vraiment cette balance permanente entre 2 dangers. Le risque de thrombose, c'est-à-dire de faire un caillot de trop, et le risque hémorragique, c'est-à-dire de saigner de manière excessive. Tout est une question d'équilibre. Bon, maintenant, comment ça marche exactement, ce mécanisme de coagulation? On va regarder les étapes clés. C'est une mécanique de précision assez incroyable. On peut résumer le processus en 3 grandes phases, une sorte de chorégraphie très rapide. D'abord, le spasme vasculaire, on pourrait appeler ça le serrage. Ensuite, la formation du clou plaquettaire, c'est le bouchon. Et pour finir, la coagulation, qui est comme un filet de sécurité qui vient tout renforcer. C'est une réaction en chaîne ultra efficace. La toute première réaction, elle est purement mécanique. Imaginez, le vaisseau sanguin est abîmé. Instantanément, les muscles de sa paroi se contractent. C'est la vasoconstriction. Le but, c'est simple, réduire le diamètre du tuyau pour limiter la fuite de sang. Un peu comme si on pinçait un tuyau d'arrosage percé. Juste après, c'est au tour des plaquettes d'entrée en jeu. Ces toutes petites cellules qui se baladent dans notre sang détectent la blessure. Elles se ruent dessus et commencent à se coller les unes aux autres, directement sur la brèche. Elles forment une sorte de bouchon primaire, le fameux clou plaquettaire, pour colmater l'urgence. Le problème, c'est que ce premier bouchon, il est un peu fragile. Alors, pour le consolider, le corps lance l'étape finale, une cascade de réactions chimiques complexes qui aboutit à la production de fibrine. Ces filaments de fibrine, c'est comme un filet de pêche microscopique qui vient piéger les plaquettes et les globules rouges. Et là, on a un caillot solide, stable et résistant. La réparation est faite. Ok, maintenant qu'on a bien compris comment un caillot se forme, ça devient tout de suite plus clair de voir comment les médicaments peuvent agir. En gros, il y a 3 grandes stratégies pour déjouer ce processus. En fait, chaque type de médicament va cibler une étape bien précise de la chorégraphie qu'on vient de voir. Les antiplaquettaires, eux, vont s'attaquer à l'étape du bouchon. Les anticoagulants vont plutôt saboter l'étape du filet de sécurité. Et les fibrinolytiques, eux, ont une mission encore plus radicale. Alors, première stratégie, empêcher les plaquettes de devenir trop collantes. C'est le rôle des antiplaquettaires. L'exemple le plus connu, c'est l'aspirine à petite dose. Ils agissent sur l'étape 2. En gros, ils empêchent les plaquettes de s'agglutiner et donc de former le bouchon de départ. La deuxième stratégie, elle, est un peu plus subtile. Ici, les anticoagulants ne s'occupent pas des plaquettes. Non, leur cible, c'est l'étape 3. Ils viennent mettre des bâtons dans les roues de la cascade chimique en bloquant des protéines qu'on appelle les facteurs de coagulation. Le résultat, pas de filet de fibrine. Et sans ce filet, le caillot ne peut pas se durcir. Et enfin, la troisième stratégie, c'est un peu l'artillerie lourde, celle qu'on sort en cas d'urgence. Les fibrinolytiques sont de vrais dissolvants à caillot. Eux, ils n'empêchent pas le caillot de se former, ils vont carrément détruire celui qui est déjà là et qui pose problème. On les utilise dans des situations critiques comme un AVC ou une embolie pulmonaire. Allez, on va maintenant se concentrer sur la famille de médicaments la plus courante et la plus connue, les anticoagulants. C'est surtout à eux qu'on pense quand on parle un peu vite de fluidifiants sanguins. On peut les classer en 2 grandes équipes, principalement selon la façon dont on les prend. D'un côté, on a les injectables, comme les héparines qu'on utilise beaucoup à l'hôpital pour une action rapide. Et de l'autre, les oraux, qu'on prend par la bouche. Là-dedans, on trouve les vieux AVK et des plus récents, les AOD, qui sont souvent utilisés pour les traitements à long terme. Regardons ces tableaux. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est la différence de vitesse d'action. C'est énorme. Une héparine en injection, hop, en quelques heures, ça agit. À l'autre extrême, un AVK, comme la warfarine, il faut être patient. Ça peut prendre 3, 4, même 5 jours avant d'être pleinement efficace. Et entre les deux, on a les nouveaux, les AOD, qui agissent en une demi-journée ou une journée.
Ce délai, bien sûr, ce n'est pas un détail. C'est un facteur absolument crucial pour choisir le bon traitement. Bon, prendre ces médicaments, c'est une chose, mais vivre avec au quotidien, ça en est une autre. Ça demande pas mal de vigilance et de bien comprendre les enjeux. Et là, on revient à notre fameux équilibre du début. Le bénéfice, il est hyper clair, éviter un caillot qui pourrait être fatal. Mais il y a toujours une contrepartie, un risque. En empêchant la coagulation, on augmente forcément le risque de saigner. Tout l'art du traitement, c'est de trouver le juste milieu entre ces deux extrêmes. La surveillance est donc primordiale, parce que le risque est bien là. Il y a des signes qui doivent tout de suite mettre la puce à l'oreille. Des bleus qui apparaissent sans raison, des saignements de nez ou de gencives qui durent, ou encore plus sérieux, des signes de saignement interne comme du sang dans les selles. Ça, c'est le signal que la balance penche un peu trop du côté hémorragique. Alors pour gérer ce risque, il y a quelques règles d'or. La régularité, c'est la clé. On prend son traitement toujours à la même heure. Surtout, on ne change jamais la dose et on n'arrête jamais de soi-même sans avis médical. C'est aussi hyper important de prévenir tous les professionnels de santé qu'on voit, même le dentiste. Et bien sûr, faire un peu plus attention au quotidien pour éviter de se blesser. La sécurité passe vraiment par ces précautions. Voilà qui termine notre tour d'horizon. Ça nous laisse avec une question essentielle pour l'avenir. La recherche travaille sans relâche pour créer des médicaments encore plus précis, plus prévisibles, avec de moins en moins de risques. Le défi, lui, reste le même. Comment protéger nos artères sans rendre le sang trop liquide? C'est la quête permanente de cet équilibre parfait.